Alors, on va voir un peu le Google Hacking, très succinctement. Pourquoi? Parce que je vous ai fait des vidéos en OSINT. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude. Vous avez les sources sur le Google Dorking, qu'on appelle aussi Google Hacking. Techniquement, tout le monde sait utiliser Google, même ma grand-mère. Sauf que, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et ma grand-mère? C'est que toi, tu sais que tu peux programmer les robots de Google pour affiner les recherches. Lorsque ma mère va chercher un mot-clé, on va lui proposer 3 milliards de résultats. Quand tu feras une recherche, toi, tu vas affiner pour avoir que 500 ou 1000 résultats. D'accord? C'est ça qui fait toute l'efficacité du Google Dorking. C'est que plutôt que se taper des milliards de recherches, on va aller droit au but. Alors, pourquoi je dois voir les vidéos de Saltimbanque? Plus sérieusement, pourquoi je dois apprendre le Google Dorking? Parce que pareil, en pen test, il va falloir récupérer de l'information. C'est ce que l'on appelle de l'information gathering, hein. Et le but, c'est, je te dis, soit on fait du passif, soit on fait de l'actif. On commence par le passif. Je ne dois pas rentrer en interaction avec la cible et je dois récupérer toutes les ressources qui me sont cachées. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en pen test, on va te demander tout simplement de faire du recueil d'informations qu'on appelle l'information gathering, sans contacter la cible. Je te redirige vers les vidéos reconnaissance. Je mettrai tout, encore une fois, mais je t'avais expliqué. Soit on fait de l'actif, soit on fait du passif. On commence par le passif, hein. J'ai envie que ma cible soit au dernier moment, au courant que je suis en train de l'attaquer. Donc, reconnaissance passive. Je ne vais pas rentrer en contact avec mes cibles et je dois trouver un moyen de retrouver toutes les ressources qui sont entre guillemets cachées, hein. Donc ça va être la phase de recours et c'est la plus importante. C'est pour ça que le Google Dorking est vraiment très puissant quand on commence à le maîtriser. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je vous le disais, un autre moyen de trouver des fichiers, des arborescences sur un site web, ça va être d'utiliser justement toutes les options avancées d'un moteur de recherche. Tous les jours, on utilise Google ou d'autres moteurs de recherche, mais on ne sait pas où on n'a pas cherché, où on s'en fout. Il y a plein d'autres options. Plein d'autres options qui vont vous permettre d'affiner par granularité les résultats. Je t'ai dit, c'est ce qui va faire la différence entre 10 millions, entre 1 milliard de résultats et quelques centaines, quelques milliers, hein. Autant je peux passer, allez, un après-midi à regarder 1000 sites, hein, si je suis extrêmement performant, si je sais ce que je recherche, autant si je dois analyser 1 milliard de résultats, ça va vite me rendre fou. Donc, pareil, en tant que pen tester, le Google Dorking sera une des armes les plus puissantes à vos dispositions. Tout simplement, c'est quoi le Google Dork? C'est utiliser des commandes spécifiques qui vont me permettre de trouver des ressources ou des pages web spécifiques. Inurl, Insight, bref, je vous en avais donné plein. Non, je ne vais pas tout énumérer, encore une fois, mais inurl admin espace entitled login, eh ben, je trouve toutes les plages, quoi, de connexion. Toutes les mires de connexion, tous les admin login de différents sites qui sont indexés par Google. En 0,16 secondes, je peux peut-être trouver 205 000 mires de connexion que je vais pouvoir attaquer. Ne le faites pas, vous n'avez pas le droit. Donc, on va revenir sur les principaux dark, hein. C'est site espace ce que tu recherches. Donc, c'est la commande qui va permettre d'inclure uniquement les résultats d'un hostname, d'un nom d'hôte, hein. Site espace Toto le hacker. Je recherche tout ce qui concerne le site totolehacker.fr par exemple. Intitle espace et je vais lui passer des commandes de filtre. Je vais lui dire je veux rechercher telle chaîne de caractères dans le titre. D'accord? Toto is a hacker. D'accord? Ça va me chercher tous les sites web où, dans le titre, la bannière du serveur ou dans un des articles, des ressources, il va y avoir écrit Toto le hacker. D'accord? Inurl dans l'URL directement. D'accord? De la ressource. C'est un peu comme une title, mais uniquement sur l'URL. Tu as file type,
Donc là, c'est le type de fichier, hein, je vais lui dire .pdf, .xls, tiens, hein, ne le faites pas, mais vous recherchez un livre, tapez le nom du livre, espace .pdf download. Voilà, tu vas voir que tu peux télécharger plein de livres gratuitement. Ne le fais pas, c'est totalement illégal. Ensuite, and, virgule, or, virgule, le wildcard, pas le wildcard, pardon, l'éperluette, le Apasan. Apasan, ouais, j'y arrive. Et le pipe, ce sont les opérateurs logiques. D'accord? Ça va nous permettre de combiner des expressions. Qu'est-ce que j'entends par là? Je peux lui mettre site example.com or site another.com. Donc là, je lui demande de chercher deux choses, le site exemple.com et le site autrechose.com. D'accord? Donc vous voyez, ça permet de varier les plaisirs. Les opérateurs logiques, vous vous en servirez tout le temps en programmation. Ça, il faut vraiment les maîtriser, hein, que ça soit en bash, dans votre shell, en programmation. La logique conditionne toute l'informatique, hein. Vous pouvez pas vous en passer. Et c'est pareil, les robots de Google et d'autres GAFAM, d'autres moteurs de recherche fonctionnent grâce aux opérateurs logiques, hein, puisque on va définir nous-mêmes, en fonction des opérateurs, la logique à appliquer au niveau de notre recherche. Et ensuite le tiret, hein, ce qu'on appelle un dash, tu peux utiliser ça pour filtrer un mot-clé ou une commande à partir d'une requête. Donc ça peut être utile. Je te redirige vers mes vidéos pour la suite. Ensuite, on peut combiner, hein. L'avantage du Google Docking, c'est pas de faire des recherches simples. Je te dis, ma grand-mère, elle est capable de le faire. Nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, tu as un exemple. Inner, HTML, HTML, PHP, ASP, JSP. Donc, soit de l'HTML, soit du HTML, soit du PHP, soit de l'ASP, soit du JSP. Ensuite, dans le titre, je veux qu'il y ait index of, index 2, last modify, parent directory, et je veux du texte, ou je veux un doc.doc, ou je veux un PDF. Donc là, tu vas me dire, ouais, c'est quoi ce délire? Bah, c'est tout simplement une requête complexe qui va te permettre d'afficher les résultats de ta recherche sur des pages web communes en cherchant des extensions bien précises, TXT, doc, PDF, et qui va ouvrir et qui va relier en fait ce texte, doc, PDF à quoi? À ce qu'on appelle des open tiers dans le jargon, c'est-à-dire qui a indexé toutes les arborescences ouvertes, Open Directory. Le principe de l'Open Directory, on passe notre temps, je passe mon temps à quoi? À scanner Internet, à trouver des Open Tiers. Mais ça va vous permettre d'accéder à des ressources qui sont en théorie pas indexées ou pas, ça dépend, et surtout qui sont présentes sur des sites. Et des fois, vous allez récupérer beaucoup d'informations. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des requêtes complexes, et plus vous apprendrez à faire des requêtes complexes, plus vous maîtriserez littéralement, hein, le Google Hacking, le Google Dorking. Faire des requêtes simples, c'est donné à tout le monde. Faire des requêtes complexes, il va falloir pratiquer. Et le meilleur moyen de pratiquer, bah, c'est de pratiquer. Aller sur Google et aller scraper le net. Donc voilà, hein, je vous mettrai des ressources. Je vous mettrai la Google Hacking Database qu'on a sur ExploitDB avec tous les Google Docs. Vous avez le livre Google Hacking que vous savez où le trouver. Hein, on va pas rentrer dans les détails. Et Official Documentation, je vais vous mettre la documentation Google. Hein, techniquement, voilà, tout sera dans la description. On ne fait que survoler. Je vous redirige vers mes vidéos. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans la description et en commentaire de la vidéo. Là, vous commencez à connaître l'histoire. Donc voilà, ça c'était le Google Hacking, on a survolé. Maintenant, on va survoler le XSS. XSS, c'est faille qu'on appelle X comme cross, hein, puisque le X, ça veut dire cross, c'est une abréviation, Site Scripting, XSS. Alors, qu'est-ce que c'est techniquement? C'est un type de faille extrêmement puissante que je vous avais déjà présenté. À quoi ça va me servir? Pareil, en tant que pen tester, ça va te permettre d'attaquer les applications web, hein, récupérer les utilisateurs, du contenu, gagner l'accès avec tes talents de hacker et devenir, lors d'un pen test, je répète, ne faites pas ça dans la nature,
Ça va te permettre de devenir administrateur si tu fais les choses bien et si l'application est totalement flinguée de sa sécurité. Alors, le cross-site scripting, je vais y arriver, c'est une vulnérabilité qui permet à un attaquant de contrôler tout simplement une partie du contenu de l'application web. En exploitant le cross-site scripting, on pourrait dire que l'attaquant va cibler les utilisateurs de l'application web. Et là, ça devient extrêmement puissant, extrêmement violent, extrêmement dangereux. Pourquoi? Puisque les utilisateurs, dans certains cas, ne vont s'apercevoir de rien. Et il va se passer en tâche de fond, si vous me permettez l'expression, en background, il va se passer des choses sous le capot et on va commencer à attaquer votre navigateur pour vous voler vos cookies, pour usurper votre identité, pour usurper l'identité de l'administrateur lorsqu'il se connectera à nouveau sur le site, si on arrive à injecter ce type de faille. Alors, je peux modifier le contenu d'un site à chaque runtime, à chaque fois qu'il s'exécute, je vais injecter du contenu malicieux, je vais voler les cookies, la session, l'utilisateur, de toute façon, usurpation totale. Je vais pouvoir effectuer des actions sur l'application web comme si j'étais un utilisateur légitime et même plus comme si j'étais l'administrateur. Donc ce sont pas les pires des failles, mais c'est extrêmement violent et c'est pour ça qu'au niveau de l'OWASP, du classement OWASP, les XSS restent prépondérantes. Donc, vulnérabilité au niveau du site web, au niveau de l'utilisateur, malheureusement, qui va devenir une victime. Quelles sont mes victimes? Les victimes, tout simplement, ça va être l'ensemble des visiteurs, enfin des personnes qui vont venir visiter mon site web. Et en tant que penetration tester, bah oui, on va s'en servir parce que ça nous permettra de faire des escalades de privilèges, d'attaquer l'application web. D'accord? Donc tout simplement, pourquoi les XSS sont possibles? Parce que les applications web sont vulnérables. Pourquoi elles sont vulnérables? Parce que très souvent, il n'y a pas du sanitizing, du nettoyage au niveau des entrées utilisateurs. C'est ce qu'on appelle du unfiltered user input, des entrées utilisateurs qui sont non filtrées. Tu dois constamment filtrer. Je te répète constamment que quand tu es DevOps, tu ne dois jamais faire confiance à quoi? À l'utilisateur? Jamais, au grand jamais, tu ne le connais pas et tu dois déporter au maximum les calculs, les vérifications, les authentifications, non pas côté client, puisqu'on peut faire du tampering, on peut commencer à bidouiller le client pour envoyer des requêtes au serveur, il faut que ça soit fait côté back-end. Ça garantit une plus grande sécurité. Mais dans les faits, tu sais très bien que un hacker expérimenté va même pouvoir attaquer le back-end, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, le but c'est entrée non filtrée, je peux commencer à injecter pour construire un résultat attendu, un résultat affiché sur le serveur pour moi et pour les autres utilisateurs. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Ça permet grosso modo qu'un attaquant prenne le contrôle sur la sortie de l'HTML, du DOM, donc l'architecture, et le HTML en statique, d'accord? Mais également en dynamique, parce qu'on a du code JavaScript. On va pouvoir injecter du code JavaScript qui va être injecté où? Dans le code source de la page web. Et là, tu comprends bien qu'on commence à attaquer non seulement l'application en termes de logique et également les utilisateurs, malheureusement, qui vont se connecter à l'application. L'application tourne sur le serveur web. Alors, comment ça fonctionne grosso modo? L'utilisateur bidouille, s'il est malicieux, l'entrée utilisateur. Donc ça peut être n'importe quel paramètre en partant du côté client, ce qu'on appelle le client side, jusqu'à la web app. Au niveau de l'architecture, je répète, on a quoi? On a le client side, c'est ton navigateur. D'accord? Toi, tu es Toto, ou Toto le hacker. Ça va dépendre des utilisateurs. Tu te connectes à un serveur qui fait un front-end. C'est le serveur web. Le serveur web fait tourner l'application web. Ça, c'est
l'homme du milieu, si tu veux. Et ensuite, on a un back-end, encore. On a un deuxième serveur qui va gérer la base de données. D'accord? Donc, toi, t'es le client qui se connecte au serveur, qui fait tourner l'application web, mais il y a aussi une base de données derrière le serveur web qui fait tourner et fonctionner, puisqu'une application web a besoin très souvent, logiquement, d'une base de données. Alors, tout ce qui est en tête au niveau des requêtes, les request header, tout ce qui est cookie, tout ce qui est entrée au niveau des champs, des formulaires, et tous les paramètres, post et get. Tout ça, ça peut être susceptible de provoquer des vulnérabilités de type XSS. Alors, dans les champs, dans les entrées, au niveau des canaux, des inputs qui sont validés côté serveur, et c'est tant mieux, on a en effet des fonctionnalités, des fonctions de sécurité qui sont bien implémentées et qui devraient, en théorie, nettoyer. D'accord? Tout ce que rentre l'utilisateur, puisque je te dis qu'on ne lui fait jamais, jamais confiance. C'est les bases. Tu veux empêcher le cross-site scripting, tu ne veux pas de vulnérabilité XSS, tu ne dois jamais, au grand jamais, faire confiance à l'utilisateur. Alors, la plupart du temps, les victimes des attaques XSS, c'est des utilisateurs qui viennent, justement, visiter le site. Elles ont aucune idée de ce qui se passe. Et encore pire, qu'est-ce que je t'ai dit? Ok, tu vas voler le compte de Tati Micheline. Mais Tati Micheline, elle visite le site comme toi. Elle n'a pas plus de droits. Par contre, si c'est l'administrateur qui se connecte à son propre site, là, tu vas pouvoir faire une escalade de privilèges. Tu vas pouvoir voler le compte de l'administrateur. Et là, ça devient vraiment violent. Donc la XSS, elle implique d'injecter du code malicieux au niveau de la sortie d'une page web. On injecte, donc ça c'est l'entrée, il y a un résultat, il y a une action qui s'effectue, on est en train d'injecter très souvent du JS, du JavaScript dans le code source de la page HTML. La page HTML, elle est rendue grâce au HTML, d'accord? Dans ce code HTML, tu vas injecter de nouvelles balises, d'accord? Et on va ouvrir une partie des scripts. Les scripts, c'est du JavaScript, d'accord? Le problème, c'est qu'à chaque fois que la page, elle est rafraîchie, à chaque fois que la page est chargée dans ton navigateur, à chaque fois que la page est chargée dans le navigateur de l'administrateur, à chaque fois que la page est chargée dans n'importe quelle personne qui va visiter le site, le JavaScript s'exécute. Et tu as bien compris que si le JavaScript s'exécute, potentiellement, s'il est malicieux, il va pirater la terre entière. D'accord? Et c'est pour ça que votre navigateur, malheureusement, on a des protections, mais encore une fois, en fonction des cookies, comment ils vont être définis, on a des options, je vous rassure. Je vous ai dit que les cookies permettent de vous authentifier auprès des sites. On stocke des informations là-dedans. Si on doit parler de PHP, on a le PHP CSID. C'est typiquement, on fait un appel au langage de programmation PHP et on lui demande à la connexion, une fois qu'on a vérifié votre authentification et que vous êtes bien un utilisateur légitime, on va stocker ces identifiants dans un cookie et ce cookie, on le met dans la jar. Une jar, ça permet de stocker des choses. On l'appelle la cookie jar. Jar en anglais, J-A-R. On parle de jar également en français. Ok, mais du coup, moi, ce cookie jar, si jamais il n'y a pas des paramètres spécifiques, HTTPS only, secure only, bref, on verra plus tard, je peux, grâce à cette XSS, commencer et faire un appel. On a quoi? On a document.cookie et je vais pouvoir voler tes cookies. Non seulement je vais pouvoir les voler, l'afficher dans ton navigateur, mais ça m'intéresse pas, mais je peux créer, on va voir comment créer à partir du HTML, du JavaScript, du PHP, tout ce qu'il faut pour que, à partir du site www.toto-lehacker.fr, on puisse attaquer un site qui s'appelle www.exemple.fr. Tous les gens qui visitent www.exemple.fr vont être attaqués
il y a du JavaScript qui va s'exécuter dans leur navigateur, on va récupérer leurs cookies et les cookies vont être exfiltrés vers le site de Toto, www.totolehacker.fr. On va voir ça. Donc très souvent, on a tendance à sous-estimer la vulnérabilité XSS. Hein. On dit oh oui, priorité faible, d'accord? Parce que, en effet, très souvent, tu peux pousser des XSS qui n'ont pas un impact réel. Je te donne un exemple. Ok, tu as un champ pour faire une recherche. Ok, tu as un bouton, tu as une box avec search. Tu tapes ton string, tu tapes ta chaîne de caractères, et en effet, là, tu peux commencer à injecter. Tu peux injecter et afficher avec alerte en JavaScript et afficher le message que tu veux. Tu vas faire un alerte XSS, tu vas afficher XSS dans la fenêtre. D'accord? Donc là, ok, en effet, tu peux injecter une XSS, mais il n'y a pas un réel impact pour les utilisateurs ni pour l'administrateur du site. Mais ça, c'est que les prémices, d'accord? Ça, c'est une attaque basique. Hein. C'est pas parce que vous avez réussi à faire pop-up une fenêtre, s'afficher avec Toto le hacker, que vous allez gagner un bug bounty. Il faut, une fois qu'on a quoi? Je vous répète tout le temps la logique du hacker, la logique du pen tester, du red teamer, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est trouver la faille. Comment on trouve la faille? On analyse la surface d'attaque. En analysant la surface d'attaque, je trouve le vecteur d'attaque. Comment je démontre que mon vecteur d'attaque est fonctionnel? Je fais un POC, une proof of concept, une preuve de concept. Et une fois que ma preuve de concept est validée, je sais qu'elle fonctionne, je militarise ma preuve de concept. Je militarise mon vecteur d'attaque. D'accord? Et ainsi, je pirate. J'attaque. D'accord? Ça, c'est toutes des étapes. Et on n'attaque pas tout de suite. On prend le temps de démontrer notre théorie. C'est un vrai raisonnement. Rappelez-vous quand vous étiez peut-être au bac et on vous demandait de parler de sujets, que ce soit en philo, en français, on vous explique les bases. À chaque fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Thèse, antithèse, synthèse. Eh ben nous, c'est pareil. D'accord? Si on doit faire une dissertation, et qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'attaquer un serveur, mais je dois l'expliquer, je dois démontrer que j'ai raison, je dois apporter des arguments, je dois également penser comme l'autre, antithèse. D'accord? Et c'est ce principe, thèse, antithèse, synthèse. Un POC, c'est ni plus ni moins qu'une dissertation. Hein? Vous devez contextualiser, expliquer le sujet, démontrer que vous avez raison et que les autres ont tort. D'accord? Il faudra apporter des preuves. Mais c'est comme une démonstration scientifique. Sinon, vous partez dans la théorie du complot. D'accord? Ou, on peut pas prouver. Mais nous, on doit constamment prouver. C'est pour ça qu'en informatique, on fait des preuves de concept. Parce que on veut démontrer que c'est possible. Et le seul moyen de démontrer que c'est possible, c'est contextualiser, expliquer, démontrer et montrer comment on fait. Et la preuve, dans le monde scientifique, la preuve doit être, on peut la répéter à l'infini et ça marchera à chaque fois. Ça, c'est une preuve de concept. Une fois qu'on a la preuve de concept, on la militarise. Et là, on a un exploit offensif. On peut montrer qu'on peut hacker. Parce qu'il y a une faille. Cette faille, on l'a démontrée, on l'a prouvée. On l'a trouvée, on sait comment l'exploiter et on montre aux autres comment faire. Ça, c'est la logique du hacker. D'accord? C'est pas faire son petit travail dans un coin. C'est une vraie démarche. D'accord? Et je vous fais tout le temps des parallèles, des métaphores, puisque c'est multidisciplinaire. C'est pas que de l'informatique. Après, il va falloir expliquer aux autres. Je vous dis toujours, en tant que pentester, il va falloir vulgariser. Vous, c'est votre métier. Si vous êtes trop technique, la personne en face, vous allez la perdre. Elle va te regarder avec des yeux, globuleux, écarquillés. Elle va dire, mais je comprends rien à ce que tu m'expliques. D'accord? Vous croyez vraiment que le PDG d'une boîte, il sait ce que c'est une XSS? Non. Alors ça va être à vous de vulgariser et de démontrer comment vous avez fait avec des mots simples. Et ça, c'est le plus compliqué. D'accord? C'est là qu'on va voir si vous êtes bon ou pas. Parce que la technique, c'est une chose, des concepts, les théories, c'est une autre. Et après, les meilleurs arrivent à vulgariser des sujets extrêmement complexes. Vous serez bon
quand vous serez capable d'expliquer à ma grand-mère, comme moi je suis en train de vous expliquer maintenant, des choses compliquées avec des mots simples, en rigolant, en faisant des blagues, avec mon humour un peu graveleux, parfois. D'accord? Mais il y a que comme ça que vous pouvez vous adapter à votre audience. Je vous dis toujours, moi je ne connais pas votre niveau en informatique, vous êtes peut-être un crack. Le but ultime, c'est de vulgariser et que ça soit concret, que ça soit compréhensible pour le commun des mortels. D'accord? Vous, c'est votre métier, vous êtes spécialisé là-dedans. Mets-toi à la place des autres. Fais preuve d'empathie. D'accord? Ouvre-toi. Qu'est-ce que va penser ma grand-mère? Elle comprend rien. Eh ben, essaye de lui expliquer calmement, simplement. Si tu arrives à faire ça, tu as toutes les qualités d'un bon pentester. Donc, pour résumer, pour nous attaquants, ça va nous permettre d'injecter du code malicieux qui va être chargé par le navigateur. On va pouvoir effectuer des opérations en tant que, hein, on behalf, comme on dit, on their behalf en anglais, c'est-à-dire en tant que, euh, je sais pas, utilisateur A, utilisateur B ou administrateur. D'accord? Je vais pouvoir me faire passer pour Tanjanine qui va sur le site alors que je ne suis pas Tanjanine. Je vais pouvoir acheter un produit. Je vais pouvoir changer son mot de passe. Je vais pouvoir peut-être voler les cookies de Tanjanine, de l'utilisateur A, B, C. Encore pire, de l'administrateur. À partir de là, je peux usurper l'identité de l'administrateur. J'ai accès à la console d'administration. Je suis le roi du pétrole. C'est très dangereux. D'accord? Donc tout ça, il faut bien comprendre, hein, avoir cette vision globale holistique des choses. La XSS, faire apparaître une fenêtre, c'est rigolo. Militariser une XSS pour prendre le contrôle d'une application web, c'est beaucoup plus critique pour vous, pour votre client et pour son image de marque, encore une fois. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, je vous le répète tout le temps, l'image de marque, c'est ce qu'on appelle l'e-réputation. D'accord? On a une réputation dans la vraie vie comme on a une réputation quand on est une entreprise. Et si jamais on pirate votre application web à cause d'une faille XSS, vous savez qu'on va pouvoir ternir l'image de marque de votre entreprise, de votre client. On va pouvoir faire de la défiguration de site. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment important. Il faut jamais sous-estimer l'attaquant et ça, jamais sous-estimer les attaques qu'il a à sa disposition. On en revient à l'art de la guerre, Sun Tzu. D'accord? À partir du moment où tu penses être meilleur que ton adversaire, tu verras que c'est là que tu te fais baiser. Hein? Et ça, l'histoire nous l'a prouvé. Donc plus sérieusement, c'est extrêmement critique, ça va nous permettre d'usurper l'identité de qui que ce soit et n'importe qui ira sur le site. C'est ce qu'on appelle un entire website takeover. Hein. On va récupérer, prendre la main sur l'ensemble du site web. C'est la pire des choses. Un attaquant, il va pouvoir voler les cookies, se connecter en tant qu'administrateur. D'accord? Donc là, c'est assez de blabla. On va voir un petit peu comment on peut exploiter tout ça. Alors, je vais prendre un exemple, après on fera une petite démo, mais pour trouver une XSS, vous devez vérifier chaque entrée utilisateur. Je vous ai donné quelques exemples il y a une dizaine de minutes, d'accord? Tout simplement, c'est voir comment réagit la page web. Là, on voit que j'injecte un search string et je récupère d'autres choses qui sont extrêmement importantes, utiles pour moi, et je vois que ça s'affiche. Donc là, on trouve ce qu'on appelle le point de réflexion. Le point de réflexion, c'est ni plus ni moins, on a trouvé un paramètre faillible, notre input, on voit que là, c'est sur le search string, et on voit que très souvent, vous avez ce retour dans l'application web. Il vous l'affiche. Et ça peut être une faille. Ça peut être notre point de réflexion. D'accord? Donc, on voit que la chaîne de recherche, on a quoi? On travaille sur search.php, on fait notre query string. Le query string, c'est quoi? On travaille sur find. Find, on lui passe une valeur. C'est notre paramètre. Et c'est le paramètre là qui est faillible, puisque search plus string est search. Et tu vois que quand je tape find égale à search plus string, plus tu sais que c'est encodé en URL, ça veut dire un white space, donc ça affiche en bas, vous avez recherché search string.
chaîne de recherche, littéralement. Donc on vient de trouver quelque chose. On a un point de réflexion, donc ça veut dire que à partir de ce point de réflexion, c'est parce qu'on parle de XSS réfléchi, on va pouvoir injecter dans le code HTML quelque chose qui va apparaître sur le résultat final de la page web quand j'ai fait ma recherche. Cette recherche s'affiche dans le navigateur. On recherche en base de données et la page s'affiche et me dit tu as cherché tel ou tel truc. D'accord? À partir de là, si je vois que ça s'affiche sur la page, ça veut dire que j'ai peut-être la possibilité d'injecter dans le code source HTML peut-être du JavaScript qui va pousser ma XSS. D'accord? Donc grosso modo, n'importe quel champ ou tag en HTML peut nous permettre d'injecter. D'accord? Il va falloir tester, faiser à la main pour essayer de trouver en fait les parties de l'application et du code source qui sont injectables. D'accord? On a de nombreuses sources HTML, généralement dans une application web, dans un site web, et justement, ça va nous permettre, avec votre expérience, de comprendre en fait comment on va construire notre charge utile XSS. Alors, on va essayer d'injecter dans des des tags, des balises classiques. Vous connaissez le i, vous connaissez le pré et vous connaissez le plain text. Là, je vous redirige. Allez apprendre le HTML. Je ne donne pas cours, c'est vraiment basique. Si vous passez une semaine, vous connaissez parfaitement le HTML. Franchement, je vous demande pas de savoir coder en HTML, juste savoir lire du code source en HTML. Quelle balise fait quoi? Les langages balisés, ce sont les plus simples. Donc le i, techniquement, ça nous permet de faire de l'italique. L'italique, on va essayer d'injecter un test string. Et si ça fonctionne, tu vois que là, je lui passe ma balise i, je referme et je vois que en effet, le résultat, il s'affiche. J'ai toujours mon test string, mais cette fois-ci, il vient d'être passé au niveau de l'output, une fois que j'ai injecté ça, en italique. Donc ça fonctionne, donc ça me donne quoi? Des pistes comme quoi peut-être l'entrée n'est pas nettoyée, donc je vais pouvoir lancer une XSS parce que l'entrée utilisateur n'est pas filtrée. Ok, seconde étape, on va injecter. Alors pour injecter, on va utiliser du code HTML, JavaScript valide, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon JavaScript, script, et je referme avec /script. Et dedans, qu'est-ce que je fais? C'est un langage balisé. Entre mes balises, j'ai ma charge utile. Ma charge utile, c'est alerte. Ça permet d'afficher une fenêtre. Et en paramètre, je lui passe une chaîne de caractères avec un single ou double quote. Là, c'est XSS. D'accord? Et là, tu vois que c'est this is an XSS. Et c'est ce qui s'affiche là. Donc, ça marche. Donc, pour exploiter une vulnérabilité XSS, on doit trouver le type de cross-site scripting. On en a 3. Alors, les vulnérabilités, elles sont les XSS réfléchis, persistantes ou basées sur le DOM. Le DOM, le HTML en fait partie, c'est l'architecture statique d'une page web, d'accord? C'est ce qui permet d'être émulé. À partir du code source, ton navigateur arrive à afficher à partir de données statiques qui ne changent jamais le site web. Et après, on peut dynamiser le site web avec d'autres langages de programmation. D'accord? Donc on verra les réfléchis, les persistantes. Les réfléchis, grosso modo, on va dire que la charge utile malicieuse va être insérée dans une requête, que le navigateur de la victime va envoyer au site vulnérable. Donc ça pourrait éventuellement être déclenché en postant un lien sur un réseau social ou via une campagne de phishing. D'accord? Quand les utilisateurs cliquent sur le lien, automatiquement ça déclenche l'attaque. Alors,
les champs, les formulaires de recherche XSS, hein, c'est la vulnérabilité la plus courante. Qu'est-ce qu'on a? On a victim site, search PHP, on fait notre query string, on travaille là sur notre paramètre find, et c'est là qu'on va commencer à injecter. D'accord? Donc là, je pourrais créer de toutes pièces un lien vers la page de recherche et l'encapsuler, hein, au niveau de mon payload et l'injecter dans le paramètre find. Hein. Techniquement, on fait un get sur le paramètre find, il est égal à une valeur entre guillemets classique. Là, je décide à la place de la valeur classique, entre guillemets, d'injecter la charge utile. Donc ce type d'attaque est appelé réfléchi parce que, grosso modo, au niveau de l'entrée utilisateur de la requête HTTP, elle est envoyée par le navigateur, qui est automatiquement réfléchissant sur, je vous le disais en préambule, la page, hein, la sortie finale, le rendu de la page web. D'accord? C'est pour ça que quand on tape dans un champ de recherche Toto le hacker, il nous affiche « Vous avez recherché Toto le hacker ». Donc là, c'est bénin. Mais si on commence à militariser et à faire une XSS réfléchie, ça peut être beaucoup plus grave, comme vous l'avez compris. Ensuite, on a différents navigateurs comme Google Chrome qui ont des XSS, des filtres XSS qui sont built-in, hein, qui sont intégrés. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas exécuter certaines XSS. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des protections. Et tant mieux. Hein, franchement, Google, hein, c'est Evil Corp, mais des fois, ils font les choses bien. Donc, il faudra trouver des techniques de bypass. On va commencer à encoder. On va commencer à utiliser des techniques d'offuscation. L'encodage, c'est une bonne technique, d'accord? Pour feinter le système. On a différents types d'encodage. Je vais pas rentrer dans les détails, mais là, vous voyez que... Donc là, vous voyez qu'on a beau tenter d'injecter, rien n'y fait. Hein. Le script n'est pas pris en compte. On n'a qu'un string littéral, triple A en majuscule. Par contre, le script ne s'exécute pas et c'est tant mieux. Donc en réalité, hein, vous vous en doutez, il n'y a pas qu'un filtre. Hein, ça serait assez trivial, hein, de contourner un seul filtre. Les XSS, c'est savoir contourner via des attaques avancées et faire des contournements, des bypass contre les filtres XSS. Hein, on a des filtres un peu partout qui nous empêchent de faire du pass traversal, de la remontée de chemin, qui nous empêchent de faire des LFI, qui nous empêchent de faire des RFI, des Local File Inclusion ou du Remote File Inclusion. Tout ça, tout l'art du pen test en application web, c'est savoir contourner les filtres en place qui ont été mis par la partie défensive, par le webmaître. Hein, qui a envie de sécuriser son site web. Maintenant, comment on peut lui prouver qu'il y a encore des techniques d'attaque qui passent, puisque c'est le but d'un pen tester. Alors, au-delà du périmètre, hein, de la portée de ce cours basique que je vous donne, de cette vidéo, les filtres, ils peuvent empêcher les XSS réfléchis, mais ils ne peuvent pas empêcher les attaques XSS dites persistantes. Alors, les attaques persistantes, en quoi ça consiste? On va dire que la charge utile est envoyée au serveur web vulnérable et elle est stockée. Hein, c'est on appelle du stored based. Dès que vous voyez XSS store based, ça équivaut à des attaques XSS dites persistantes. Persistantes parce qu'elles sont stockées directement sur le serveur web vulnérable. D'accord? Donc, grosso modo, on a une page web sur un site web vulnérable qui va récupérer, hein, il fait un pool sur quoi? Sur les données et sur le code qui est stocké, comme on l'a vu. Donc il va exécuter au sein de la sortie, hein, HTML, il va essayer de présenter le site puisque c'est un serveur, il rend des services et quand des clients se connectent au serveur, le serveur rend le service et donne le code source est exécuté dans votre navigateur. Et si au sein du code source, eh ben, le back-end, le serveur vous envoie quoi à votre front-end, à votre client? Eh ben, du code malicieux, tout simplement. C'est votre navigateur qui va exécuter le payload en XSS. Et là, on vient d'attaquer votre navigateur. Vous le savez même pas. C'est pour ça que aller sur des sites bizarres, faites attention.
C'est très dangereux. On se rend pas compte, mais vous pouvez être attaqué et ça peut aller très loin, d'accord? S'il y a des 0D qui sont connus et qu'on sait exploiter vos téléphones Android, vos téléphones iPhone, on peut rentrer directement dans votre téléphone, d'accord? Et je vous redirige vers, Kara, vers, Pegasus. Vous avez vu ce que font le NSO Group, vous avez vu le monde des 0D. Je vous en parle tous les jours dans mes vidéos, je vous en parle sur le Discord. Là, c'est pas Toto le hacker, c'est les agences de renseignement, OK? C'est des anciens de l'armée qui utilisent ce type de faille et un site, ouais, ça peut paraître bénin, ça peut vous rendre un service, mais ça peut également vous pirater, d'accord? Comme vous allez utiliser des logiciels piratés, OK, ça lance ton jeu vidéo, OK, ça lance ton application, mais derrière, ça se trouve, tu te fais pirater, tu le sais même pas, d'accord? Et très souvent, quand on te rend un service, à part Saltimbanque, parce qu'il fait ça gratuitement sur YouTube, eh ben, il y a de fortes chances que tu te fasses pirater. Et encore, à une époque, on pouvait militariser des vidéos YouTube. Il y a très longtemps, je vous rassure. Tu regardais une vidéo sur YouTube, tu te faisais pirater. Je rentrerai pas dans les détails, je vous laisse chercher pour voir si j'affabule ou pas. Donc à chaque fois que ton navigateur web affiche cette page qui a été injectée, s'il y a du code source malicieux, c'est toi la cible, c'est toi qui te fera pirater. Donc c'est une forme très dangereuse, un DXSS. Avec une seule attaque, le hacker va pouvoir exploiter même de multiples utilisateurs au sein de l'application web. Techniquement, tous les utilisateurs qui vont venir sur ce site qui a été volontairement créé de toutes pièces, qui est malicieux, ou dont un hacker a pris le contrôle grâce à une attaque XSS persistante, tous les utilisateurs qui se connectent au site, le simple fait de regarder un article, vous allez être piraté. D'accord? Donc ça peut aller très très loin. D'accord? Le but pour un attaquant, ça va être de gérer l'écriture. On va monter une charge utile malicieuse, militarisée, HTML, JavaScript ou un peu des deux, parfois un peu de PHP aussi, pour pouvoir exfiltrer. Et je peux mettre ça sur un réseau social, je peux mettre ça sur un site web que tu visites, d'accord? Et pense que vous allez souvent sur des sites qui vous apprennent la cybersécurité, qui vous donnent des walkthroughs et tout ça. Je vous le dis, ne faites pas confiance. La moitié des sites web que j'ai visités pendant ma longue carrière, beaucoup de gars qui travaillent en cybersécurité sont des FDP, je dirais pas le nom, et vous piratent. Vous allez vous faire pirater par des XSS. D'accord? Donc on vous apprend la cybersécurité, en même temps ces gars-là, c'est pas des white hats, c'est des black hats. D'accord? Et vous allez voir les appels JavaScript. Et moi, je fais que ça, je vérifie les appels JavaScript. Et vous allez voir que des fois, on est surpris. Hein, on va sur un site récupérer un walkthrough d'un CDF parce que on a un peu de mal et en fait, le gars fait exprès d'attaquer tous les gens qui viennent sur son blog. Ces gens-là, c'est des ordures. Mais c'est pas parce que toi, t'es un bisounours ou un hacker éthique que les autres ne le feront pas. N'oublie jamais ça. D'accord? Donc, chaque site potentiel que vous visitez sur Internet peut faire de vous une victime avec ce principe de XSS persistante. Donc, on a bientôt fini, mais il faut retenir que le vecteur principal de ces attaques dites stored, c'est tout simplement tous les formulaires en HTML qui vont être soumis au serveur web et qui affichent en retour le contenu aux utilisateurs. Les éléments, ça peut être des commentaires, ça peut être tous les champs, toutes les entrées utilisateurs, des profils utilisateurs, les posts qui sont faits sur les forums, tout est vecteur potentiel pour ce type d'attaque XSS. Je te donne un exemple. Un attaquant, il va faire en sorte d'injecter un script malicieux dans un forum. Il poste un message, toi, ton navigateur n'affiche que le message. Mais lui, après son message, il a injecté son payload. Chaque personne qui va ouvrir le post, d'accord, va exécuter le script. Donc, l'attaquant, il va voler silencieusement tous les cookies des personnes qui viennent sur le forum. Attention aux sites de hackers que vous visitez. Vous connaissez rien à la cybersécurité, vous allez tous les jours sur des sites chelous, vous allez vous faire pirater, vous le savez même pas. Et après, vous allez venir pleurer. Mais venez pas pleurer dans mes jupes, hein.
je vous aurais prévenu. Donc faites attention, soyez conscients. Hein. Au début, on débute, on comprend pas tout ça. Moi, j'essaye de vous donner justement, de vous expliquer tout ça. Faites attention. Hein. Plus vous allez aller sur des sites louches, plus, en effet, qu'est-ce qu'il y a? Ils feront en sorte, les hackers, ils vont héberger des sites web qui sont volontairement faillibles et ils vont injecter des failles XSS à dessein. Ok? Vous serez les parfaits pigeons. Vous allez sur des sites, vous allez vous faire pouner. D'accord? Et sans le savoir, on va récupérer, voler tous vos cookies. Donc on verra comment faire des attaques simples via XSS. Voilà, le JavaScript c'est super bien, c'est super dynamique, c'est un langage de programmation que je n'aime pas trop, mais tu dois connaître ça. Hein. Alors, je t'ai dit qu'il y avait des protections, en effet. Hein, je t'ai parlé du HTTP only et du secure. Le HTTP only, c'est un flag. Donc, quand tu vas dans ta console d'administration, dans ton navigateur, tu peux vérifier tes cookies. Hein, c'est dans la partie store. Comment on appelle ça? Je te le retrouve. N'oubliez pas, mais encore une fois, ça va dépendre de la configuration de vos cookies. Les cookies sont dans la cookie jar et je vous ai parlé, on a le secure et le HTTP only. HTTP only, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va empêcher justement qu'on vole les cookies. Le JavaScript ne peut pas accéder à ces cookies. Mais très souvent, pas de chance, vous allez voir que sur plein de sites, il n'y a pas le flag HTTP only qui est activé. Donc, ça veut dire que s'il y a une attaque XSS, on peut voler vos cookies. Et donc, ça veut dire que on va voler votre session utilisateur. Dans la foulée, on peut vous éjecter. Qu'est-ce que va faire le hacker? Il va récupérer votre cookie, il va se connecter à votre place, il va aller dans le panneau de configuration du site, il va réinitialiser le mot de passe ou changer le mot de passe, changer peut-être le numéro de téléphone pour le 2FA et vous vous ferez bien niquer. Et je suis poli. Ensuite, le cookie stealing via XSS, bah ouais, on va faire appel au document cookie, hein, vous l'avez sous les yeux. Donc ça l'affiche, ok, dans le navigateur. Je vais te montrer qu'on peut aller bien plus loin. On va utiliser un script, tu l'as sous les yeux, qui va nous permettre de pousser directement via le SRC. J'ai mon site attacker.site. Tout simplement, ce script va générer un objet image et je vais le faire pointer avec SRC source vers un script qui est hébergé vers mon serveur d'attaque. D'accord? Là, c'est attacker.site. Donc, tout simplement, tous les cookies des utilisateurs qui vont sur le site vont être redirigés. D'accord? Donc ça aussi, c'est une attaque extrêmement puissante. Log.php Q, on lui passe quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets un plus pour pas tronquer. On va faire un bypass même pour pas que le cookie soit tronqué. Et le navigateur peut pas savoir à l'avance en fait si c'est vraiment une image qu'on lui demande de charger ou c'est tout simplement malheureusement le script de l'attaquant et qui est chargé à distance et t'as bien compris que ça va pas afficher une image, ça va voler ton cookie et l'envoyer vers le site de l'attaquant. Donc voilà, je vous montrerai un petit script en PHP qui permet de faire le taf très simple, en 5 lignes de code, on arrive à faire ça. Donc vous voyez que c'est puissant. D'où l'importance de bien comprendre les interactions entre le PHP, le HTML et le JavaScript. C'est la pierre angulaire quand vous devrez faire du pentest. Alors voilà, on testera. Je vous montrerai des exemples. On fera un lab. Je vous redirige vers le Web Application Hackers Handbook qui est disponible sur le site de le WASP ou WASP XSS et je vous redirige vers le livre aussi The Web Application Hackers Handbook que vous avez sur Amazon ou à d'autres endroits du web. 3 petits points, fermez les guillemets. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.